Amis internautes, bonsoir. Bonsoir Claude. Amis du soir, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors ce soir, on fait une petite entorse au règlement, nous qui ne recevons jamais de partis politiques, puisque contrairement à ce que l'on dit de nous, nous ne sommes ni un média d'extrême droite, ni un média d'extrême gauche. On est de nulle part, et comme je le disais en avant-propos à notre invité, on a tous commis des erreurs de jeunesse, on s'est tous trompés, on a cru, on a fait confiance, et puis au bout du compte, on s'est rendu compte que les partis politiques n'étaient pas la solution à nos problèmes, mais une partie du problème. Mais ce soir, on va inviter Fadi Kassem, on a invité Fadi Kassem, qui est un ami de notre ami Jean-Loup Isambert, qui est secrétaire national du PRCF, le pôle de renaissance communiste en France. Alors, tu as jugé utile de lui donner la parole, hein, puisque c'est ton initiative, mon cher Claude. Et tu m'as dit en avant-propos que finalement c'était quelqu'un qui nous était très proche au niveau des idées qu'il développe et que nous partageons avec lui. Alors si tu veux bien, bah, on va accueillir Monsieur Fadi Kassem. Bonsoir et bienvenue sur TVADP. Bonsoir et merci pour cette invitation. Je précise d'emblée d'ailleurs que le pôle de renaissance communiste en France n'est pas au sens stricto sensu un parti. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle pôle, en l'occurrence. Voilà. D'accord, on va pouvoir détailler tout ça Bien sûr. durant l'émission parce que bien évidemment on est très curieux de vous entendre et de savoir où vous vous situez politiquement. En attendant, je vous laisse dérouler le début d'émission ensemble et je vous retrouve moi dans un quart d'heure. À toi l'honneur, mon cher Claude. Merci Eric. Bon, et bien alors, donc, bonsoir Fadi et bienvenue donc sur notre chaîne TVADP. C'est un plaisir donc de vous recevoir. Alors, peut-être avant qu'on démarre un peu, qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être, il serait peut-être utile de vous présenter, vous, et si vous voulez bien, et de présenter succinctement, si vous voulez bien aussi, votre mouvement. Bien sûr, bonsoir. Bah, déjà, merci encore une fois pour cette invitation. Donc, si je dois me présenter déjà personnellement, je pense que c'est une première donnée importante à avoir en tête pour les auditeurs, c'est que je ne suis pas un politique professionnel. Je suis enseignant, enseignant dans le secondaire, ça fait déjà 15 ans. Donc, mon métier, c'est d'enseigner, en l'occurrence histoire-géographie. Et puis, depuis 3 ans et demi, dorénavant, je suis à la tête du pôle de renaissance communiste en France, le PRCF. J'ai succédé à Georges Gastaut, qui a été le secrétaire national du PRCF pendant 17 ans, depuis en fait la naissance du PRCF le 18 janvier 2004 jusqu'à 2021. Et donc, c'est moi qui ai pris la suite. Et ce mouvement donc est né ça fait déjà plus de 21 ans. Il est né, c'était dans le contexte d'ailleurs du combat contre le traité établissant une constitution pour l'Europe. Ça vient de loin en Oui. réalité, et cette création, elle résultait du fait que le PCF était jugé, et en réalité pas que jugé, c'est une réalité que les anciens camarades ont testé, était jugé irrécupérable dans une dérive que nous qualifions d'euromutante très dangereuse, c'est-à-dire de parfaitement compatible avec l'UE, l'OTAN. Bon, bref, nous aurons le temps d'en rediscuter. Et moi, ça fait près de 12 ans maintenant que j'ai rejoint ce mouvement. Voilà. D'accord. Bon, merci pour cette présentation. Alors, peut-être pourriez-vous maintenant présenter votre mouvement, donc le PCRF, c'est ça, hein, PRCF. non, Ouais, le PRCF. PRCF, je vais y arriver. C'est vrai que c'était pas évident. Non, non, c'est vrai qu'en plus, il y a pas mal il y a des sigles qui peuvent se ressembler avec d'autres. Mais le PRCF donc n'est pas un parti dans le sens, bon, vraiment.
administrative, juridique du terme, ni même politique. Nous sommes là pour reconstruire un vrai parti communiste. Quand on dit un vrai parti communiste, c'est parce que nous partons d'un constat très simple, c'est que depuis à présent, bon, ça fait quand même 50 ans, pratiquement 50 ans, il y a eu un mouvement de renoncement, de reniement même, de tout ce qui faisait le PCF, tout ce qui faisait la matrice communiste. Par exemple, l'abandon du marxisme-léninisme comme référence d'analyse intellectuelle. Ça a été par exemple en 1979. Le centralisme démocratique qui a été abandonné en 1994. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est reconstruire un vrai parti. Alors, pas nous tout seuls, parce que nous sommes quand même un mouvement modeste. Donc, ce n'est pas nous qui allons tout seuls pouvoir reconstruire, mais on s'adresse donc à l'ensemble des forces communistes au sein du PCF et pas que, parce qu'il y a pas mal de communistes qui en réalité ne sont plus au PCF, qui sont orphelins du parti. Juste pour donner un exemple, le président de notre mouvement, Léon Landini, le 9 avril prochain fêtera ses 99 ans, je dis bien 99 ans. Il est né en 1926. C'est le dernier résistant franc-tireur partisan main-d'œuvre immigré, FTP-MOI, qui était affilié au PCF, vivant, c'est le dernier vivant. Et lui, il dit toujours, ce n'est pas moi qui ai quitté le parti, c'est le parti qui m'a quitté. Je crois que ça résume très bien le problème. Et donc, notre ambition, c'est de reconstruire, mais sur une ligne claire. Et la ligne claire, c'est ce que nous appelons le Frexit progressiste, c'est-à-dire la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN, et j'insiste sur le et du capitalisme. Et du capitalisme, parce qu'à la fin des fins, et on le voit bien d'ailleurs dans l'actualité, on aura l'occasion certainement d'en discuter après, et ben c'est ça finalement qui est la cause centrale qui conduit à tous les désastres, guerre, misère, chaos un petit peu partout. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en rediscuter. D'accord, bah effectivement, nous, ça me va bien, hein, à partir du moment où il y a un programme. D'ailleurs, j'avais lu un peu votre programme, effectivement, et ce qui m'a attiré l'œil, c'est effectivement sortie de l'euro, sortie de l'OTAN, et sortie effectivement du grand capital, c'est-à-dire tout, enfin, de toute façon, la haute finance internationale. Donc, il est bien évident que c'est ce qu'il faut atteindre, parce que si on n'atteint pas ça, on ne s'en sortira pas, effectivement. Alors, en ce moment, l'actualité est riche, ça explose de tous les côtés. Nous avons, malheureusement, nous pouvons constater de plus en plus que nous sommes dirigés en Europe, mais surtout en Europe occidentale, parce que l'Europe des pays de l'Est, c'est un petit peu différent, ils sont un peu plus rebelles. Mais la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin bon, bref, tous les pays de ce secteur à l'ouest sont dirigés par des fous, dirigés de plus en plus par des fous, par des gens qui veulent la guerre, qui ne veulent surtout pas entendre parler de paix. Et donc, on assiste à des déclarations sur X, notamment, et même sur de la presse mainstream, quand on jette un œil, il y a des aberrations en direct. Alors, comment vous réagissez, vous, face à tout ce déclenchement de folie, en fait, par nos dirigeants? Alors, je rebondis sur le dernier mot, folie, parce qu'il se trouve qu'il y a 6 jours, je suis tombé sur une publication sur le compte officiel de Jean-Luc Mélenchon qui utilisait l'expression monde de fou pour s'offusquer du fait qu'une réunion s'était tenue à Londres il y a quelques jours avec les chefs d'État et de gouvernement d'Europe occidentale, avec aussi quand même des types ça dépend, hein, d'Estonie, etc., au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'un des pays les plus asservis à l'OTAN, et il s'offusquait de voir que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, on va dire dit socialiste en fait, hein, travailliste, s'entendait avec Giorgia Meloni, qui n'est pas tout à fait de son même bord politique, pour faire simple, et il appelait ça monde de fou. Ben pour nous, en fait, c'est pas un monde de fou. C'est la logique inévitable de l'ensemble de
de ce développement capitaliste, de cet ordre capitaliste, au-delà d'un système, c'est un ordre, et de cette finalement crainte qu'il y a de la part notamment des pays d'Europe occidentaux, ça c'est vrai, enfin dit d'Europe occidentale, pardon, dits occidentaux, d'un déclassement historique, c'est-à-dire la montée en puissance de ce que l'on appelle les BRICS, etc. Et par conséquent, la volonté d'empêcher à tout prix une perte d'une hégémonie historique, pardon, et même hystérique dans le fond, qui date de plusieurs siècles. Alors pour les États-Unis, c'est encore plus criant, même si, bon, avec Donald Trump, on verra vers quoi on va, mais enfin, Donald Trump, c'est pareil, hein, c'est un défenseur, quoi qu'il arrive, des intérêts des États-Unis. Et donc, pour nous, c'est pas un monde de fous, c'est une logique que nous constatons depuis des décennies, celle du choix du sceau fédéral européen, du choix de la guerre contre toutes les menaces. Il faut noter d'ailleurs que ce n'est pas nouveau. En réalité, quand on regarde bien l'histoire, la construction européenne, ce genre de choses, ça date d'avant 1939, bien avant, avec cette idée que l'Europe pourrait être submergée par donc des puissances extérieures, etc. Je signale par exemple qu'en 1927 avait été publié un ouvrage par Henri Massis, un royaliste de l'Action française, qui s'intitulait Défense de l'Occident. Voilà. Donc à partir de là, il y a une peur. Et donc, dans le fond, c'est pas alors c'est une folie dans la mesure où malheureusement la dynamique actuelle nous conduit vers une logique potentielle de guerre nucléaire. Il faut que ce soit bien clair. Mais dans le fond, là où ce n'est pas une folie, c'est qu'il y a une vraie cohérence idéologique, une radicalisation idéologique aussi de la part de ces gens. Et tout ceci, il faut le signaler, au détriment des travailleurs, au détriment de tous les Oui. travailleurs de France et pas que de France, c'est-à-dire les retraites, les salaires, les services publics, les libertés pour ce qu'il en reste, des conquêtes sociales, j'en passe et des meilleures. Donc pour nous, il y a une logique que nous ne cessons d'annoncer depuis des années. Malheureusement, on constate, et notamment à gauche, parce qu'à la limite, les LR, etc., qui soient alignés sur Macron, c'est tout à fait normal, que le RN, en réalité, soit lui aussi favorable pour rester, tout comme Zemmour d'ailleurs, ou Dupont-Aignan, dans l'euro, l'UE et l'OTAN, c'est normal, je ne parle même pas du capitalisme, mais les partis dits de gauche, ça devient consternant. Apparemment, ils ne tirent pas les leçons de l'histoire récente, hein. Je ne parle même pas de l'histoire d'il y a 100 ans. Il suffit de remonter aux années 80 pour se rendre compte du désastre dans lequel il nous plonge progressivement. Ah, j'ai eu un petit blanc là. Vous me recevez? Oui, oui, j'entends bien. Ah, parce que j'ai eu à un moment donné, je ne savais pas si vous aviez terminé ou pas, parce que de temps en temps, j'ai un peu le son qui est un peu en décalé. D'accord, Ah, d'accord. ok, parfait. Oui, oui, sur le coup, il y avait un petit blanc là. D'accord, ok, parfait. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, la Russie, la Fédération de Russie, donc il y a Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie depuis déjà, je ne sais plus combien d'ailleurs, deux 25 ans. décennies, 25 ans. 25 Voilà, ans. j'étais en train d'hésiter entre 2-3 décennies. Alors, quel regard vous portez sur Vladimir Poutine? Parce qu'on n'est pas, enfin, la Fédération de Russie n'est plus alignée sur le communisme tel qu'elle était alignée au temps de l'URSS. Donc, quel regard vous portez sur le président Poutine et sa politique aujourd'hui, de lutte d'ailleurs contre quand même l'impérialisme américain, disons la domination anglo-saxonne donc du monde. Oui, alors je crois que c'est important effectivement de distinguer les termes, hein, vous l'avez dit. Pour nous, Vladimir Poutine, sur le plan politique, est un adversaire, pour ne pas dire plus. Après tout, il est le président d'un pays qui est né à la suite de l'implosion de l'Union soviétique, qui s'est développé avec Boris Eltsine, hein, faut pas l'oublier. Les Russes ont vécu une décennie noire, une thérapie de choc désastreuse dans les années 1990. Et lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec l'ambition de refaire de la Russie une puissance, et en tout cas de se dégager effectivement de la dépendance vis-à-vis des États-Unis dans laquelle Helsinki plongeait le pays, et puis un redressement économique. Il faut noter d'ailleurs qu'il y a eu un redressement économique en Russie, hein. Ça c'est incontestable depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine il y a 25 ans. En revanche, il y a eu aussi explosion des inégalités sociales.
Il y a eu répression contre les opposants politiques. Et là-dessus, moi j'insiste surtout sur un type d'opposants. Je ne vais pas parler de ceux que les médias aux ordres aiment bien mettre en avant, les Navalny et compagnie, faux opposants, mais plutôt le Parti communiste de la Fédération de Russie, le KPRF, avec lequel nous avons des contacts, des liens d'amitié. Nous avons d'ailleurs eu une réunion il n'y a pas longtemps avec un de ses représentants, plus d'autres représentants d'autres partis communistes en Europe qui subissent parfois la répression. C'est le cas du KPRF qui, par exemple, avait connu une féroce répression, des arrestations en septembre 2021. Donc, de ce point de vue, pour nous, Vladimir Poutine, c'est le représentant d'un régime issu de la contre-révolution, donc clairement oligarchique, etc. Par contre, il faut aussi regarder une chose, c'est que la Russie, sur le plan, on va dire, géopolitique, eh ben, elle subit depuis, d'ailleurs, non pas Vladimir Poutine ni même Boris Yeltsin, mais depuis au moins la Russie, l'URSS, et en fait depuis Lénine, un encerclement. Un encerclement qui est guidé par les États-Unis et par l'ensemble de leurs alliés. Je donne un seul exemple, d'ailleurs, un ouvrage est sorti il y a 5 ans qui s'appelle Les guerres froides. Ce sont des historiens d'ailleurs d'origine états-unienne qui l'ont fait. Les guerres froides, les États-Unis face à la Russie depuis 1917. Parce que les États-Unis avaient attaqué directement la Russie. Bon, donc Oui, la Russie, exact. voilà, donc la Russie, de ce point de vue, c'est un régime, enfin, la Fédération de Russie est un régime, encore une fois, qui est clairement, d'ailleurs, Vladimir Poutine ne s'en cache pas, clairement anticommuniste. Ce n'est pas nous qui allons approuver ce régime-là. En revanche sur le plan extérieur, il mène non pas un combat anti-impérialiste, parce que Poutine n'est pas anti-impérialiste, par contre, un combat anti-hégémonique, c'est vrai, contre l'hégémonisme des États-Unis, contre l'extension de l'OTAN qui s'est déroulée dans les années 1990 à l'est de l'Europe, malgré les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent en fait, qui avaient été faites au moment de la chute du mur de Berlin et de l'implosion de l'URSS. Et en fait, c'est une volonté de se désencercler. Et à vrai dire, il ne faut quand même pas oublier que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie sont déjà membres depuis 2004 de l'Union européenne et membres de l'OTAN. Que donc les États-Unis peuvent déployer des missiles à proximité de Saint-Pétersbourg. C'est ça que ça signifie très concrètement. Donc nous, on fait la part des choses, on regarde les choses de manière très concrète, très analytique. Comme je l'ai dit, sur le plan économique, social, politique, pour nous, Vladimir Poutine, nous le combattons en soutenant nos camarades communistes sur place. Et sur le plan géopolitique, en fonction de ce qui est fait à l'heure actuelle, je crois que c'est assez limpide, enfin, en tout cas, quand on veut voir la vérité ou la réalité, c'est un combat contre l'hégémonisme des États-Unis. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la Russie qui mène ce combat-là à l'heure actuelle. D'accord. Et alors, quel regard vous portez maintenant? Je vais continuer dans la même voie. Quel regard vous portez sur le Parti communiste chinois avec Xi Jinping à sa tête? Alors, le Parti communiste chinois, bon, c'est un vieux parti, il faut le signaler. Il a été fondé en 1921, oui, il a déjà plus de Oui. 100 ans. Il faut jamais oublier que c'est le Parti communiste chinois, ça compte beaucoup pour comprendre ce qui se passe en Chine, en République populaire de Chine. C'est lui qui a été le principal résistant à l'invasion, à l'envahisseur japonais au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est Oui. un élément important parce que le Parti communiste chinois apparaît comme le parti du patriotisme déjà, c'est-à-dire de la libération nationale face au Japon, face également à la tutelle des puissances coloniales, enfin en tout cas des forces coloniales historiques. Il ne faut pas oublier qu'il y avait le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie tsariste également, qui avaient cherché à avoir des concessions en Chine. Et je dis tout ça parce que lorsque Mao Tse-tung et les communistes chinois ont pris le pouvoir, c'était aussi dans ce sens-là, avec une volonté de sortir la Chine de la situation semi-coloniale dans laquelle elle se trouvait. Alors, quand on regarde le bilan, il y a eu incontestablement un essor spectaculaire de la République populaire de Chine. On ne va pas faire une bataille de chiffres, ce n'est pas l'occasion. Mais quant à Xi Jinping, puisque la question porte essentiellement sur lui, disons que Xi Jinping, nous l'analysons comme le fait qu'il cherche à, d'une part, continuer de faire de la Chine une puissance à influence mondiale, c'est le fameux projet Une route, une ceinture, notamment qu'il essaye de mettre en œuvre, et puis d'autre part, la volonté d'une
réorientation un peu politique, on va dire, plutôt à gauche au sein de son pays, notamment à travers la lutte contre la corruption. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi la corruption en Chine, hein, en République populaire de Chine, tout ne va pas Oui, parfaitement là. C'est la volonté aussi d'essayer de corriger, à défaut de vraiment les éradiquer, les inégalités, et puis la volonté de ne pas voir, elle aussi, la RPC être encerclée. Parce que là aussi, il y a la logique, la stratégie d'encerclement menée par les États-Unis, depuis le Pakistan et l'Asie centrale jusqu'au Japon et à la République de Corée, c'est-à-dire la Corée du Sud, et le tout en passant par l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est. Donc c'est ça la stratégie mise en œuvre par Xi Jinping, et d'ailleurs, les dirigeants des États-Unis, Donald Trump compris, l'ont très bien saisi. Lorsque Barack Obama a inauguré la stratégie du pivot asiatique, elle a été continuée par Trump, puis par Biden, puis de nouveau par Trump. Et d'ailleurs, pour Donald Trump, l'ennemi majeur, ce n'est pas la Fédération de Russie, c'est la Chine. C'est d'ailleurs pour ça que, dans le fond, il cherche à négocier avec Vladimir Poutine. Donc pour nous, la Chine, elle est dans une situation où on ne va pas forcément dire que c'est un régime socialiste en tant que tel, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments bon, qui peuvent laisser à désirer, hein, sans rentrer dans tous les détails, par exemple en termes d'inégalité, mais pas que. Mais en tout cas, c'est un régime qui, au moins avec Xi Jinping, cherche à avoir une certaine réorientation, étant entendu que depuis Deng Xiaoping, il y avait une sorte de ce qu'on pourrait qualifier de NEP, de nouvelles politiques économiques, comme l'avait mis en place Lénine en Russie en 1921, après la guerre civile internationale. Ce sont des sujets qui, d'ailleurs, je le signale, suscitent les échanges, les discussions au sein du PRCF, et pas qu'au sein du PRCF, pour savoir ce qu'est la vraie nature du régime chinois. Mais une chose est sûre, c'est que, comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, c'est l'une des cibles majeures de l'hégémonisme états-unien et de ses alliés, dont la France d'ailleurs, qui s'aventure un peu trop avec sa flotte du côté de la mer de Chine méridionale, notamment. Alors, j'ai envie de vous poser encore une question. Après, je vais céder la parole un peu à mon ami Eric, puisqu'on est toujours pareil dans cette voie. Là, j'ai envie de vous demander, Corée du Nord. La Corée du Nord, évidemment, complètement décriée par nos médias. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en donne à cœur joie. Moi, j'ai rencontré quelques personnes qui sont allées et qui m'ont pas du tout décrit ce que, évidemment, l'on voit écrit dans tous les médias bien pensants. Donc, quel regard vous pouvez avoir, vous, sur le régime, puisque c'est là, tout le monde appelle ça le régime donc, de la Corée du Nord, et qui est vraiment un cas presque à part au niveau planétaire. Alors, c'est intéressant parce qu'il se trouve qu'à l'heure actuelle, en terminale, je suis professeur en lycée, je parle de la guerre, enfin, faussement, improprement appelée guerre froide, et je parlais, pas plus tard que hier, vendredi, à mes élèves de la Corée, de la République populaire démocratique de Corée, c'est le nom officiel du régime, la RPDC, et je démontrais comment la Corée en était arrivée dans cette situation de division, etc. Ben, ils ont très bien compris. Encore une fois, et c'est un documentaire d'Arte de 2017, donc je dis bien d'Arte, hein, parce que pareil, hein, les accusations de complotisme, machin, ben, ce sont les États-Unis qui ont, par eux-mêmes, décidé, le 10 août 1945, de couper la Corée en deux, parce qu'il ne fallait pas que la Corée devienne toute rouge à l'époque. Et la RPDC, elle est née là-dessus, sachant que le grand-père de l'actuel dirigeant, donc le grand-père s'appelait Kim Il-sung. Kim Il-sung, c'est lui qui va être le représentant, le premier dirigeant de la RPDC, avec l'ambition, comme d'ailleurs les voisins sud-coréens, on oublie souvent de le dire, avec un certain Syngman Rhee en particulier, eh bien, va avoir l'ambition de réunifier la Corée. Et c'est là où il va y avoir la terrible guerre méconnue, fortement méconnue de Corée, qui a quand même, il faut le signaler, hein, parce que tout ça, ce sont des choses qui comptent encore aujourd'hui en Corée du Nord, qui aura tué plus de 2 millions de personnes. Plus de 2 millions Oui, de j'en personnes étais avec 3 millions. Moi, j'avais le chiffre de 3 millions de personnes. C'est ça. Oui, franchement, on peut monter effectivement à 3 millions, et avec plus de 650 000 tonnes de bombes
largué, c'est-à-dire plus que pendant toute la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier. Bon, si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre le régime nord-coréen, hein, comme il est appelé, hein, la RPDC, qui est un régime fondamentalement anti-impérialiste, lui aussi, c'est un pays qui a beaucoup souffert. La Corée du Nord a beaucoup souffert. Et contrairement à ce qu'on dit, il y a même une ouverture, effectivement, de la Corée du Nord vers les voisins, déjà parce qu'elle n'a pas trop le choix, il faut quand même le préciser, d'un point de vue économique, d'un point de vue des échanges diplomatiques. Il y a eu un rapprochement avec la Fédération de Russie, c'est vrai, c'est aussi un moyen de diversifier, de ne pas se reposer que sur la République populaire de Chine. Et puis, la Corée du Nord, c'est un régime qui est obligé de se défendre. Enfin, Donald Trump lui-même, en 2017, promettait la fureur et je ne sais quoi à la Corée du Nord, en promettant de bombarder. C'est pas pour rien d'ailleurs que très vite, les autorités de Pyongyang ont décidé, en constatant en particulier ce qui s'était passé en Irak en 2003, eh bien, ont décidé de se doter de l'arme atomique. Parce qu'après tout, je rappelle que seuls les États-Unis l'ont quand même utilisé historiquement. Hein, Oui. cette bombe à deux reprises. Et par ailleurs, vu ce qui s'était passé en Irak, il est quand même préférable d'avoir une petite protection, on ne sait jamais après tout. Effectivement, c'est pas du luxe. C'est effectivement pas du luxe. Ben, merci pour ce regard un peu donc sur la Chine, enfin la Russie déjà, et la Chine et la Corée du Nord. Avant que je passe la parole à Eric, j'aimerais citer une citation que Fidel Castro a déclarée en 1992 et prémonitoire parce que donc il déclarait en 1992 la guerre prochaine sera en Europe entre la Russie et le fascisme, sauf que le fascisme sera appelé démocratie. J'ai toujours trouvé ça absolument prémonitoire et magnifique de la part de Fidel Castro. Tout est dit. Alors justement, si Voilà. tu veux bien, on va revenir un peu sur le Vas-y. territoire français. Je pense que tu as dû, comme beaucoup d'entre nous, assister à l'allocution du président de la République il y a 2 jours. Et si tu veux bien, on va passer un petit extrait pour resituer un peu l'événement. Et ensuite, je t'interrogerai sur la manière dont tu l'as perçu et dont tu l'analyses. Bien sûr. Allons-y. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiets devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle. Ho analizzato 5 film di finanza e sai cosa ho scoperto? Quello che nessun guru del trading ti dirà mai. Ora te lo spiego. Nessuno dei protagonisti si è mai svegliato chiedendosi in quale portafoglio devono copiare, su quale azione devono investire o quale calcolo matematico devono fare per fottere qualche bro. Désolé. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche.
La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Voilà, on va arrêter là parce que je ne sais pas comment vous percevez, mais personnellement... C'est déjà pas mal. Voilà, c'est au-dessus de mes forces. On est dans l'inversion accusatoire systématique, dans le mensonge politique. C'est insupportable. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, toi, comment tu réagis à ça. Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu juges que ce président est crédible lorsqu'il décrit la Russie comme une menace? Un pays qui fait 26 fois la France et qui a une population de 150 millions d'habitants. Ils sont incapables de contrôler leurs propres frontières et Macron voudrait nous faire croire qu'ils ont une ambition de conquérir d'autres territoires. Si un président a pris son peuple pour des cons, c'est bien Macron. Alors, je te laisse commenter son allocution. Alors, déjà, il y a une première question qu'on pourrait se poser à propos de la menace, de la dite menace russe, c'est comment se fait-il que Vladimir Poutine, qui est quand même au pouvoir depuis 2000, a attendu 22 ans pour attaquer l'Ukraine? Je veux dire, si ça avait vraiment été son ambition dès le début, bah, il l'aurait fait. Bon, il a quand même attendu 22 ans. Quand même, il faut le signaler, ce premier point, me semble-t-il. Mais je crois qu'à partir de là, ça permet d'avoir la réponse à ta question. C'est-à-dire que, bien sûr que nous n'y croyons absolument pas, que ce que nous fait Macron, c'est un numéro classique, c'est en fait de chercher à obtenir ce qu'il a tenté de faire avec le Covid, ce qu'il a tenté de faire une première fois déjà en 2022 et ça n'a pas marché. Parce que je rappelle qu'en 2022, il y avait déjà des sondages où en fait il y avait la moitié des Français, plus de la moitié, qui ne croyaient pas que c'était vraiment la Russie le responsable de la situation. Et donc, en réalité, eh bien, il cherche à mobiliser par tous les moyens, au niveau parce qu'il y a un échec lamentable de sa politique économique, donc il s'agit bien sûr de faire oublier sa politique économique, ça c'est une chose, et puis également il y a un projet derrière politique, c'est le saut fédéral européen. C'est le saut fédéral européen dont il veut prendre la tête depuis d'ailleurs un petit moment. Il se rêve en impérator et donc il invente en réalité une menace russe dans le sens où apparemment la Russie voudrait envahir le reste de l'Europe, y compris la France. Bon. D'ailleurs, ça me rappelle qu'en 1981, lorsque François Mitterrand avait été élu président de la République, Le Figaro titrait déjà que les chars soviétiques, l'armée rouge, allaient débarquer sur les Champs-Élysées. Bon, au passage, ça fait quand même 3 ans que la Russie est intervenue en Ukraine, et je ne suis pas certain que la Russie ait envie de prolonger la fête, si j'ose dire, en s'attaquant à la Pologne, à la Roumanie, et puis ensuite à l'Autriche, ou que sait-on encore. Encore une fois, c'est une volonté grossière de faire diversion, de faire peur aussi, le gouvernement par la peur, et puis de justifier le projet de saut fédéral européen. Et ce saut fédéral européen, il passe par quoi? Par la volonté de bâtir notamment une armée européenne, une Europe de la défense. Ce n'est pas pour rien
que d'ailleurs au niveau de l'Union européenne a été annoncé un plan de 800 milliards d'euros. On nous dit qu'il n'y a jamais d'argent. Bah, alors en voici la preuve, hein, 800 milliards d'euros pour renforcer les capacités, alors officiellement de défense, mais en réalité d'attaque contre la Fédération de Russie. Donc c'est évidemment guignolesque, grotesque, à l'image de ce qu'il est, la guerre contre le Covid ou que sais-je encore. Donc bien sûr que nous n'y croyons absolument pas. Et le soir même, en revanche, nous avons publié, donc c'était mercredi 5 mars, le soir même, nous avons publié un communiqué sur le site Initiative Communiste, le site du PRCF, Internet, pour dénoncer la logique de la course à la guerre nucléaire. Hein. Là, c'est plus qu'une course qui est lancée non pas par la Fédération de Russie, mais par Emmanuel Macron et par, de manière générale, l'axe UE-OTAN. D'accord. Alors, pour l'instant, ça reste des mots, bien que, comme tu viens de le dire, l'Union européenne ait décidé d'attribuer 800 milliards d'euros au réarmement du continent européen. Il paraît qu'il n'y a pas d'argent pour les agriculteurs qui meurent de faim, qui se suicident, qu'il n'y a pas d'argent pour la santé publique. Hein, on ferme des lits, on ferme des hôpitaux. Notre pays est en pleine déliquescence économique et on apporte notre aide financière, politique, militaire et médiatique à un régime qui est considéré par tous les observateurs comme étant néo-nazi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Claude, en lisant la déclaration de Fidel Castro. On est complètement dans cette configuration-là. Alors, je voudrais vous montrer un sondage qui a été publié par l'excellent Au Bon Tweet français sur sa chaîne Telegram et qui me rend un peu plus optimiste. Je vais vous l'afficher. Voilà, lequel de ces 4 présidents constitue actuellement, selon vous, la menace numéro 1 pour la France et les Français? Poutine, Russie, 7,2. Trump, 5,6. Tebboune, dont on se demande ce qu'il fout là, 7,7. Et Macron, 79,5. Alors ça rejoint un peu ce que disait le vice-président américain Vance, en disant qu'au fond, les Européens n'étaient pas menacés ni par la Chine ni par la Russie, mais par un ennemi intérieur qu'il n'a pas désigné nommément, mais tout le monde l'a identifié. Ce sont évidemment nos gouvernements. Et tu faisais tout à l'heure allusion à l'opération Covid. Je suis moi-même et Claude Janvier a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Je décris l'opération Covid comme une opération criminelle et une opération criminelle qui n'aurait pas été possible sans la complicité des gouvernements. Alors, quand il s'agit d'identifier l'ennemi de l'intérieur, je pense qu'on est nombreux à l'avoir identifié. Si avant, on pouvait s'imaginer que l'État, que le gouvernement était le papa ou le protecteur du peuple, aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent que finalement, ce gouvernement de mafieux est probablement la plus grave menace qui plane au-dessus de nos têtes. Mais que t'inspire ce sondage, Fadi? Le fait qu'il existe, évidemment, je ne sais pas qui l'a fait, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'il existe. 55 484 votants, hein, c'était hier, donc le chiffre a dû monter. C'est un sondage crédible, sûrement plus que les sondages Ipsos basés sur 1000 ou 2000 individus. Là, on a 55 000 personnes qui, hier, à 10h15 du matin, ont voté à 79,5% pour Macron, qui représente, selon eux, la menace numéro 1 pour la France et les Français. Tu partages cet avis? De toute façon, je constate, enfin, pour nous, il y a de plus en plus un écart, mais abyssal, entre la façon dont Macron est présenté dans les médias aux ordres et la réalité
telle qu'elle est ressentie, comprise même, pas ressentie, comprise par les travailleurs, par les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une très grande lucidité. Il y a une très grande lucidité. D'ailleurs, dans le fond, nous, par exemple, ça fait 3 ans que nous n'arrêtons pas de développer le slogan « l'argent pour les salaires, pas pour la guerre ». Et que nous annonce-t-on que l'argent, en fait, ce sera pour la guerre et que même les Françaises et les Français sont invités à carrément acheter des bons d'épargne, ou que sais-je encore, ou en tout cas à utiliser leur épargne ou à acheter pour pouvoir financer la guerre. Et en même temps, on leur serre la ceinture. Bon, ça, ils le comprennent bien. Ils comprennent bien que c'est dangereux déjà pour eux, accessoirement dans leur quotidien. Et puis, naturellement, ils comprennent bien que même pas en président, c'est un despote. En fait, c'est un despote, hein, le type. Eh bien, est une menace, et la principale menace pour le pays. Et là, on peut faire une petite référence historique, c'est déjà ce que disait le grand communiste allemand Karl Liebknecht, qui expliquait que l'ennemi principal est dans notre propre pays, dans notre propre pays. Eh ben, on l'a, il est clairement à la tête du pays. Il n'est pas tout seul, hein, attention, hein, il y a tous ceux qui l'entourent, le gouvernement Bayrou, les partis faussement opposants de droite extrême, d'extrême droite, appelons ça comme on veut, mais aussi dits de gauche, au moins les états-majors, hein, qui s'alignent, qui votent en fait l'union sacrée, c'est ce que cherche Macron, c'est ce qu'on disait. Mais moi, je ne suis pas trop surpris, parce qu'il y a clairement une grande lucidité, et par parenthèse, je profite pour le signaler que cette lucidité, je la retrouve aussi chez les élèves, quand on leur fait quelque chose de très simple qui s'appelle une démonstration factuelle, une analyse concrète d'une situation concrète. Voilà ce qu'on est amené à faire quand on fait de l'histoire, et d'ailleurs c'était l'expression bien consacrée par Lénine, selon la logique du matérialisme dialectique. On analyse concrètement les choses, on dit concrètement, on voit qui est le vrai danger comme ça. Voilà. D'accord. 80% des gens qui votent, ça, c'est quand même représentatif. 80% d'entre eux considèrent donc Macron comme étant la plus grave menace. Ni Poutine, ni Trump. Hein, les chiffres les concernant sont dérisoires. Alors, Après, évidemment, là, dans le cas présent, c'est parce qu'on parle surtout, et à raison d'ailleurs, puisqu'après tout, c'est Macron lui-même qui en parle, de la dynamique de guerre qui se développe à l'est de l'Europe, et en réalité qui devient une vraie menace nucléaire. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a accusé, à raison pour le coup, Volodymyr Zelensky de pousser à la guerre mondiale à travers son obsession à obtenir toujours plus d'armes, etc. Bon, c'est une réalité. Et c'est vrai que pour Emmanuel Macron, l'occasion est donnée de prendre la tête de l'Europe, hein, parce que c'est ça en fait son ambition, d'être ce nouveau impérator européen, en accomplissant le saut fédéral européen. Et ça ne peut se faire que par la guerre. Ça ne peut se faire que par la guerre. Donc oui, il est clairement en ce moment la principale menace pour la paix mondiale, avec l'ensemble de ses copains, et avec, il ne faut pas l'oublier, le secrétaire général de l'OTAN, un certain Marc Rutte, qui avait déclaré il y a 2 mois, mi-janvier, qu'il fallait moins d'argent pour la santé et plus d'argent pour le réarmement. Il l'a dit comme ça, texto. Alors évidemment, c'est pas vraiment relayé, on s'en doute, dans les grands médias, mais ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Cela dit, et pour terminer là-dessus, je précise que ça ne signifie pas que, dès lors, les autres chefs d'État qui apparaissent dans le sondage soient absolument impeccables, parfaits, ou même partisans d'une paix à tout prix. Je pense en particulier à Donald Trump, parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump veut transformer Gaza en Riviera du Proche-Orient pour complaire à son allié qui est la théocratie fasciste israélienne, qu'il veut mener la guerre commerciale contre la Chine, on en parlait tout à l'heure, contre la Chine populaire, qui strangule Cuba socialiste, et qu'il a quand même annoncé des ambitions, justement pour lutter contre la Chine, des ambitions vis-à-vis du Canada, du canal de Panama ou du Groenland. Donc on ne peut pas dire que ce soit non plus un homme de paix dans l'absolu. Par contre, c'est clair qu'à l'heure actuelle, le plus dangereux, il est chez nous malheureusement, et il s'appelle Emmanuel Macron. Oui, mais en ce qui concerne, pardon Claude, en ce qui concerne Trump, moi je le dis toujours, pour moi Trump c'est un point interrogatif qui marche. Je suis incapable de comprendre vraiment la logique de cet homme, parce que à la fois je comprends son envie de remettre de l'ordre dans son pays, à la fois j'ai du mal à comprendre pourquoi une telle
haine politique contre la Chine. Jamais, par exemple, Trump n'a reconnu que le Covid qui a été produit à Wuhan l'a été sous le financement américain. Il a accusé les Chinois en espérant que le monde se fédérerait et organiserait une espèce d'immense boycott de l'économie chinoise. Mais tout à l'heure, tu parlais aussi de l'autre taré du Moyen-Orient, celui qui dirige la théocratie fasciste. Et est-ce que tu ne fais pas le lien entre Zelensky et Netanyahou? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ces deux-là ont pour mission de provoquer le chaos, de provoquer une guerre mondiale? Ah bah, le lien, il est très facile à faire. Je vais prendre un seul événement, qui est passé là aussi, totalement, inaperçu et pour cause. En fait, c'était en novembre 2023, il y a eu un vote à l'assemblée générale de l'ONU pour, que soit levé enfin le blocus, sur, l'île de Cuba, socialiste, le blocus des États-Unis depuis 60 ans. 187 pays sur 190 ont voté pour la levée de ce blocus, 3 ont refusé, les États-Unis, Israël, les 2 ont voté contre et l'Ukraine qui s'est abstenue. Bon, juste abstenue, mais bon, on comprend que c'est un peu la même chose. Voilà, tout est dit. Tout est dit, c'est-à-dire ce sont les satellites, ils sont là pour, dans le fond, ils dépendent des États-Unis et d'ailleurs on voit le résultat pour, le régime pro-nazi de Kiev, parce que c'est un régime pro-nazi, hein, avec toutes les milices qu'il y a là-bas, toutes les bataillons Azov, Haïdar, Kraken, on va pas faire toute la liste, hein, les Svoboda et Pravi Sector. Mais c'est clair que, au moins, à défaut d'avoir un plan très bien concerté, parce que ça, il n'y a même pas besoin de ça dans le fond, en réalité, ces gens-là sont déterminés, fanatiques, illuminés, comme Macron d'ailleurs, convaincus de mener une mission. Pour Benjamin Netanyahou, c'est reconstituer le grand Israël, hein, du Golan, jusqu'à un jour certainement qu'il le demandera au Sinaï. Et quant à Zelensky, c'est la conviction de mener une bataille au nom du nationalisme ukrainien, qui d'ailleurs puise dans une référence peu glorieuse, à savoir un certain Stepan Bandera. J'invite les auditeurs à aller voir qui était ce charmant monsieur à partir de 1929-1930, ils apprécieront. Donc oui, c'est pas étonnant. Et encore une fois, sans qu'il y ait forcément une alliance réelle, ou voilà, en tout cas, au moins dans les faits, c'est clair que ce sont ces régimes-là qui poussent au chaos dans le monde entier, et Macron y met bien sûr son grain de sel. Bon, mais je pense que tu as dû. Une dernière question, Claude, après je te promets. Je pense que tu as dû noter comme moi un détail important. Zelensky est juif, il se revendique juif. Comment un individu qui se revendique juif peut-il être compatible avec l'idéologie néo-nazie? Alors ça peut être le fameux mystère. Je dirais que d'abord, il y a quand même une russophobie extraordinaire, hein. Je crois qu'on sous-estime le poids de la russophobie dans l'ensemble de l'Europe, à quoi s'ajoute l'anticommunisme, alors qui là est monnaie courante. Ça fait même partie d'ailleurs du modèle qu'avait développé Noam Chomsky pour expliquer comment fonctionnait la propagande dans les régimes démocratiques. L'anticommunisme, quelle que soit la forme qu'il prend, est toujours présent. Et donc, ce qui fait qu'on en arrive à cette situation extraordinaire où on a une telle haine, un tel fanatisme qu'on ne voit même pas que ceux avec lesquels on travaille, en fait, ils sont d'une idéologie qui en fait est vraiment ennemie des idées que l'on défend. Et je vais prendre un seul exemple pour rebondir sur ce que tu dis. Il se trouve qu'au début de l'intervention russe en Ukraine, il y avait pas mal de groupes trotskistes en France qui appuyaient d'emblée le régime ukrainien, hein, le peuple ukrainien, etc. Et puis, notamment chez Révolution Permanente, il y a des militants qui sont allés sur place un petit peu pour voir ce qui se passait. Et quand ils ont découvert la réalité de qui se battait du côté ukrainien, parce que ça venait de toute l'Europe au passage, hein, toutes les milices de cinglés néo-nazis ou que sais-je encore, ils ont fait marche arrière, ils ont dit en fait, c'est pas si joli que ça ce qui se passe là-bas. Sauf que ça, Zelensky ne peut pas le voir. Il est persuadé, convaincu de la cause pour laquelle il se bat. Et puis d'ailleurs,
comment pourrait-il ne pas y croire, puisque de toute façon, les États-Unis, c'est le narratif qu'ils ont développé, les pays de l'Union européenne, c'est le narratif qu'ils ont développé, c'est ce narratif-là qui s'est développé par définition, donc à partir de là, et comme il y a cette russophobie maladive qui tend à faire passer tout propos de Vladimir Poutine comme un mensonge, même quand c'est la réalité factuelle, hein, parce que ça arrive de temps en temps quand même, là, on ne voit absolument pas, c'est l'aveuglement et le côté illuminé qui existe aussi chez Macron. Hein, parce qu'on parlait de fou, bah oui, plus que fou, il faudrait dire illuminé, parce que ces gens croient profondément dans ce qu'ils disent et à ce à quoi ils ajoutent un vide sidéral d'un point de vue de culture générale, intellectuelle, etc. Et c'est ça qui est finalement très dangereux pour nous. Mais un dernier point, rassure-moi, cette russophobie n'est pas partagée par les peuples. C'est une russophobie d'État, de gouvernement. Ah, complètement, complètement. Parce que, alors évidemment, on va toujours trouver forcément, même chez les Français, on trouvera des gens qui vont dire, mais d'ailleurs, ils ne disent pas les Russes. En fait, ils disent Poutine, hein, c'est le mot qui revient, voire la Russie. Mais en soi, vis-à-vis des Russes, du peuple russe, il y a pas, moi, j'ai jamais vu véritablement, à part bien sûr les fanatiques ukrainiens nationalistes et leur soutien, être expliqué que les Russes vont manger les enfants, qu'ils vont déferler sur les Champs-Élysées. Moi, j'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, il suffit de voir que même au sein de la classe politique, en réalité, même dans des partis qui ne veulent pas sortir de l'euro, de l'UE, de l'OTAN, tout ça, bon, il y a quand même des gens qui prennent un peu de recul et qui disent, attendez, quand même, historiquement, les Russes, c'est pas tout à fait comme on nous les présente là. D'ailleurs, le général de Gaulle disait que le peuple français, les Français savent très bien que c'est la Russie soviétique qui a joué le rôle majeur dans leur libération. Et je pense que ça laisse, qu'on le veuille ou non, des traces dans la mémoire collective. Claude, à toi. Merci. Oui, pas de souci. Bah, de toute façon, pour juste ajouter, effectivement, l'armée soviétique l'a payé très cher, donc d'avoir vaincu l'Allemagne, puisque 27 millions de soldats ont péri, et 27 millions quand même. Donc, ça a été un lourd tribut, et c'est vraiment grâce à eux, grâce à cette armée soviétique, que la Seconde Guerre mondiale a pris fin, et non pas grâce aux Américains, comme l'histoire est en train d'être réécrite, effectivement, et tout d'un coup, ah bah mon Dieu, il y en a que pour le D-Day, mais en réalité, c'est grâce à l'armée soviétique si l'Allemagne a été vaincue. Oui, moi je voulais juste rebondir par rapport aux Illuminés. Bon, déjà ajouter une petite nouvelle que j'ai vue hier. Parce que Zelensky, en tant qu'illuminé, il s'enrichit quand même pas mal, puisqu'il vient d'acheter, et c'est tombé hier sur les téléscripteurs, entre guillemets, une des plus grandes banques privées de France pour 1,2 milliard d'euros. C'est, devinez quelle banque, c'est Mileis. Alors Mileis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était anciennement la Barclays. Donc via une société écran, et là c'est prouvé, c'est-à-dire Zelensky a utilisé une société offshore qui s'appelle Maltex pour acheter donc Mileis, et l'opération, alors là je vous le donne en mille, a été gérée derrière par Rothschild & Co. Quelle surprise. Quelle surprise, c'est intéressant. Alors Zelensky, en fait, on voit bien, il a détourné je ne sais pas combien de millions, voire de milliards, et toute sa corde de ministres corrompus jusqu'à la moelle pour s'enrichir aux dépens du peuple ukrainien. Voilà, ça c'est ce que je voulais rajouter. Mais je voulais, alors, en tant qu'illuminé, bon, on a parlé d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky, c'est une évidence absolue. Mais il ne faut pas oublier Keir Starmer, le Premier ministre anglais, et l'ancien Premier ministre anglais Boris Johnson, parce qu'on parle beaucoup des Américains, mais en fait, il ne faut jamais oublier la perfide Albion derrière, c'est-à-dire les Anglais. Et quand on regarde quand même l'histoire, c'est-à-dire que quand Vladimir Poutine a lancé son opération spéciale le 24 février 2022, 2 mois après, Volodymyr Zelensky voulait signer la paix.
Il revenait d'Istanbul et là, bam, Boris Johnson lui a sauté dessus en lui disant « Tu continues la guerre », il a pris les accords, crac, il a tout foutu en l'air, il a tout déchiré, basta. Et Keir Starmer, quand on voit son pédigré et quand on voit son passé, c'est quand même lui qui a couvert en tant que procureur toute l'horrible affaire glauque de pédocriminalité en Angleterre. Il est devenu Premier ministre en plus, et lui, c'est un illuminé aussi, un illumineux dangereux. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Fadi, mais la perfide Albion derrière avec la City, Wall Street, on en arrive au capital, donc à la grande finance internationale. Voilà, je te laisse rebondir sur ce sujet. Bah déjà, une première chose importante, ce qui me permet d'élargir le propos précédent, c'est que nous distinguons toujours les dirigeants, les régimes en place, les gouvernements en place des populations. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, les populations ne veulent pas la guerre, hein, où que ce soit. Au Royaume-Uni, il y a eu des grandes manifestations, etc. Mais tu as raison de prononcer le nom de Keir Starmer, je vais y venir, mais je le redis aussi parce que c'est vrai en Ukraine. Il ne faut quand même pas oublier qu'en Ukraine, il y a des gens des travailleurs qui s'opposent à Volodymyr Zelensky, qui d'ailleurs a fait interdire 14 partis de gauche, dont le Parti communiste d'Ukraine, qui a détruit le Code du travail, qui a laissé les milices néo-nazis assassiner des dizaines de syndicalistes le 2 mai 2014 à Odessa. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais Keir Starmer, disons que de toute façon, c'est un travailliste, donc un gars dit de gauche, mais en réalité pas vraiment, qui effectivement défend les intérêts aussi du Royaume-Uni, défend les intérêts et même au-delà, se pense en occidental, parce que c'est toujours le terme, hein, occidental, européen, etc. Et que les Britanniques poussent finalement à la guerre, c'est pas étonnant, puisque d'ailleurs, ça arrange bien les États-Unis au passage. C'est la stratégie qu'avait déjà initiée Barack Obama en 2011, lorsque la France et le Royaume-Uni, déjà à l'époque, avaient envahi la Libye, à savoir, nous on reste derrière, on vous laisse faire, vous, nos fidèles alliés les plus proches, le sale boulot, c'est vous qui prenez tous les coups, comme ça vous devenez la cible numéro 1, nous on reste un petit peu en arrière, on vous donne un coup de main financier et technologique éventuellement, et là on constate que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et d'ailleurs, c'est aussi Keir Starmer, en plus de Macron, qui a poussé à ce qu'en septembre dernier, ce qu'on appelle le Parlement européen, soit adopté une résolution pour que l'Ukraine ait le droit d'envoyer des missiles français ou britanniques sur le sol russe, ni plus ni moins. Hein, ça avait été adopté au Parlement européen. Donc oui, c'est pas étonnant parce que dans le fond, c'est la logique, ça obéit quand même à une stratégie développée par les dirigeants des États-Unis qui veulent se désengager en ayant tiré les leçons de la guerre en Irak, et laisser davantage les Alliés faire le sale boulot sur le terrain. Eux, ils mènent leur guerre de proxy classique, voilà, et la France et le Royaume-Uni en tête se posent en défenseurs des valeurs, de tout. Enfin bon, vous connaissez le narratif, hein, aussi ridicule que dangereux, hein, au demeurant. Ouais, c'est bien ça. Et donc, effectivement, on a le trio gagnant. Donc, on a Emmanuel Macron, Keir Starmer et évidemment Ursula von der Leyen, qui, elle, de toute façon, alimente la guerre, le surarmement et évidemment va continuer à pousser et à pousser encore et encore. Donc, on a vraiment le trio gagnant là. J'ajouterais quand même que le chancelier allemand qui vient d'être élu, grande méfiance aussi, enfin qui n'est pas encore au pouvoir, mais il va y arriver bientôt. Le Friedrich Merz a été quand même aussi a été PDG de BlackRock en 2007 ou 8 ou 9, je ne sais plus de mémoire. Donc c'est intéressant, il a été PDG de BlackRock en Allemagne. Alors, ma question là-dessus, évidemment, Fadi, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une oligarchie, on assiste aujourd'hui depuis une trentaine d'années, on voit l'émergence donc de monstruosités financières qui influent complètement d'ailleurs sur nos pays, et notamment la France, bien évidemment, comme BlackRock, Vanguard, State Street, qui aujourd'hui, au passage, quand même, je vais citer quelques chiffres très vite et après je te laisse la parole. BlackRock gère aujourd'hui 10 000 milliards d'actifs, Vanguard gère aujourd'hui 8 ou 9 000 milliards d'actifs, et State Street, le petit dernier, ne gère que 4 000 à 5 000 milliards d'actifs. Autrement dit, ils sont actionnaires de quasiment toutes les grandes entreprises occidentales,
quelques chinoises, quelques entreprises chinoises aussi, mais moins. En Russie, ils ne sont pas rentrés encore. Ils sont au Japon, ils sont actionnaires quasiment de toutes les grandes entreprises japonaises, y compris aussi en Australie, Nouvelle-Zélande, enfin tous les anciens pays du Commonwealth. Alors là, on est en plein dans la haute finance internationale qui contrôle tout. Quel est ton regard, Fadi, sur... Parce qu'attention, et j'ajouterai avant de te passer la parole que BlackRock, Vanguard, et State Street souvent d'ailleurs, sont actionnaires bien évidemment des laboratoires pharmaceutiques, entre autres, et des usines d'armement. Voilà, j'en arrive aussi juste à une petite citation. Les États-Unis sont les premiers vendeurs d'armes au monde, et la France est quand même le deuxième pays qui fabrique et qui vend des armes dans le monde pour un petit pays, parce qu'on n'est quand même que 68 millions d'habitants. Eh ben, on s'est débrouillé quand même d'être le deuxième pays producteur et vendeur d'armes au monde. Donc voilà. Et il faut savoir que BlackRock et Vanguard sont actionnaires de toutes les usines d'armement. Donc c'est pas perdu pour tout le monde. La guerre, j'entends, les guerres. Fadi, je voudrais avoir ton point de vue sur le sujet. Ah bah, que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, c'est ce que disait Jaurès, c'est une évidence. C'est-à-dire que, bon, nous, on parle de capitalisme en tant que communiste, parce que tu as raison, il y a le rôle de la haute finance internationale, de tous ces grands groupes qui ont acquis une puissance démesurée. C'est aussi le cas de tous les GAFAM, les Natu, tous ceux dont on parle, voilà, hein, c'est tout ça. Mais je dirais que ces groupes-là, s'ils n'existaient pas, il y en aurait d'autres à leur place, dans le fond. C'est-à-dire que derrière tout cela, et qui est très important aujourd'hui, puisque les États, les gouvernements des différents États ont capitulé progressivement et même permis l'existence de cette situation, derrière tout ça, il y a quand même une logique, celle du capitalisme, c'est-à-dire la recherche du profit à tout prix, quitte d'ailleurs à détruire. Il ne faut jamais oublier que l'un des secteurs dans lesquels les capitalistes adorent le plus investir, c'est justement l'armement. C'est parce que ça permet de faire des profits faramineux, de rendre les États dépendants vis-à-vis d'eux. Donc c'est vraiment pas une surprise, si j'ose dire. Donc je partage ce constat. Simplement, nous l'élargissons en disant que dans le fond, c'est ça qui est en jeu. C'est d'en finir avec un ordre, au-delà d'un système, un ordre avec l'ensemble de ces infrastructures qui désormais mène tout simplement l'humanité à sa perte. Littéralement, l'humanité à sa perte. Déjà, ça fait près de 40 ans que Georges Gastaut, l'ancien secrétaire national du PRCF, parle d'exterminisme, c'est-à-dire ce qui nous attend. Ce qui nous attend, ce qui attend d'ailleurs toute trace d'être vivant, hein, parce que ce n'est pas que les êtres humains qui sont concernés accessoirement, même si c'est important. Eh bien, clairement, on est là-dedans. On est clairement là-dedans, et c'est pour ça que nous, on explique que si jamais on n'en finit pas avec cet ordre, donc pour cela qu'on ne sort pas de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, du capitalisme, puisque c'est ça, nous, les superstructures que nous devons affronter quotidiennement en France et en Europe, il y a un risque très très dangereux et très menaçant pour l'ensemble des travailleurs de notre pays, et en Europe, et au-delà, dans le fond. Alors, en complément de ce que disait Claude, j'ai retrouvé un texte qui a été publié par notre ami Laurent Glosy sur son site Profid Catholica. Et c'est un texte qui m'a interpellé parce que c'est une lettre qu'aurait écrit Nathaniel Rothschild au gouvernement britannique. Alors, si vous voulez bien, je vais vous la lire. Et elle est assez brève, mais elle résume un peu ce que Claude vient d'exposer à l'instant. Pour comprendre qui dirige nos gouvernements et pour effacer le moindre doute, voici ce que Nathaniel Rothschild a écrit au gouvernement britannique. L'héritier de la famille Rothschild, Nathaniel Rothschild, aujourd'hui a écrit aux membres du gouvernement britannique pour dire que Vladimir Poutine est l'homme le plus dangereux depuis la défaite d'Hitler, suivi de près par Xi Jinping, et a expliqué que l'Ukraine est une pièce essentielle que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre dans l'échiquier géopolitique. L'héritier de la fortune Rothschild a fait valoir que la Russie doit être excisée du système bancaire et économique international. Nous devons mettre la Russie à genoux par tous les moyens possibles pour envoyer un signal fort aux Chinois
et pour protéger notre système mondial de normes et valeurs libérales. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous laissons Vladimir Poutine s'emparer de l'Ukraine, cela enverra le signal à nos ennemis, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord notamment, que nous ne ferons rien face à un assaut de force. En effet, notre voie actuelle, celle de l'action militaire, signifie que notre ordre mondial est mort sur ses pieds. Je vous exhorte à déployer plus de force contre la Russie et ses mandataires, à intensifier la guerre de l'information pour connecter l'opinion, en particulier en ligne, et à envoyer des armes à nos amis en Ukraine. Sans l'Ukraine, l'ordre mondial est mort. Alors, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est crédible, hein, puisque ça correspond exactement à ce que nous vivons. Est-ce que cet affrontement avec la Russie ne serait pas dû au fait que Poutine s'oppose au nouvel ordre mondial unipolaire, au nouvel ordre mondial de la puissance financière apatride, parce que c'est le leur. Je dirais même que c'est un nouvel ordre mondial sioniste. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, il y a clairement une opposition à ce que nous appelons au PRCF l'hégémonisme. C'est-à-dire presque le stade suprême de l'impérialisme, hein, du côté des États-Unis. Et je dis ça pourquoi? Parce que effectivement, la Russie, d'abord, c'est pas nouveau. Encore une fois, hein, je citais tout à l'heure un ouvrage qui date d'il y a 5 ans et qui montre comment la Russie, depuis 1917, est encerclée. C'est une cible majeure, c'est incontestable. Comme la République populaire de Chine, comme l'Iran, ça a été dit, hein, quelle que soit d'ailleurs la nature du régime peu fréquentable, disons-le clairement, qui est en place en Iran. Ça, c'est d'un point de vue occidental, Fadi. Je me refuse à entrer dans ce genre de considération-là. Je pense qu'on devrait commencer par balayer devant notre porte avant Nous sommes bien d'accord. Voilà. Nous sommes bien d'accord qu'il faut déjà balayer devant notre porte. Après, il y a aussi des forces, des travailleurs, des forces progressistes, communistes en Iran qui se font taper dessus aussi. C'est pour ça que je le signale. C'est important d'avoir ça en tête. Nous, on raisonne toujours aussi d'un point de vue internationaliste de ce point de vue. C'est ça que je voulais dire. Mais pour en revenir à ce que je disais et à ce que tu as lu, de toute façon, c'est évident que l'axe, l'hégémonisme des États-Unis avec ses supplétifs jusqu'au Proche-Orient avec Israël, jusqu'avec le Japon et la Corée du Sud, avec Taïwan, etc., il vise à démanteler les forces de résistance que constituent les principales puissances contestataires comme notamment la Fédération de Russie ou la République populaire de Chine. Ça, c'est incontestable. Et donc, forcément, il faut mener une guerre de propagande, une guerre tout court d'ailleurs, hein, en finançant le régime pro-nazi de Kiev, etc., pour affaiblir la Russie. Et d'ailleurs, ne nous trompons pas, derrière ça, encore une fois, la cible numéro un, c'est la Chine. C'est la Chine derrière qui sera visée. Vous verrez que, enfin, c'est pas nouveau, mais on va nous ressortir le coup de Taïwan, le coup des Ouïghours, le coup de Hong Kong, le coup de je sais pas quoi. Bon, il y a toujours un truc, le Tibet, on n'en parle plus trop. Bon, là, clairement, on est dans cette logique voulue qui cherche à démanteler. C'est un projet d'ailleurs qui remonte à bien longtemps, démanteler la Russie et affaiblir encore plus la RPC, plus toutes celles et tous ceux qui oseraient lever le petit doigt pour s'opposer aux États-Unis. C'est pas nouveau, c'est la fameuse destinée manifeste, comme on dit. D'accord, mais est-ce que tu ne crois pas que finalement l'idéologie sert un peu d'alibi pour expliquer cette confrontation et que le véritable motif n'est pas idéologique, il est financier, il est économique? Disons que de toute façon, en fait, les deux se nourrissent. À la fois, c'est un alibi, c'est une évidence, parce qu'après tout, défense des intérêts, etc., c'est une évidence. Et en même temps, il faut quand même pas négliger le poids d'idées auxquelles on finit par croire ou auxquelles on croit sincèrement. Il y a une vraie croyance de ce point de vue aux États-Unis, notamment chez les dirigeants, je ne parle pas de la population forcément, mais d'être un peuple élu de Dieu. C'est pareil chez Netanyahou. Macron est convaincu que c'est un grand démocrate, le plus grand démocrate du monde peut-être, et qu'il est là pour défendre la démocratie, etc. Alors qu'il soit cynique, qu'il défende les intérêts, c'est une évidence. Et je dirais que de ce point de vue, l'idéologie
permet de justifier. Mais en même temps, il ne faut pas négliger le fait que ces gens-là finissent par croire réellement ce qu'ils disent. Et c'est ça d'ailleurs le vrai problème, c'est que lorsqu'on tombe, et c'est là où on tombe dans ce qu'on appelle les illuminés, des gens qui croient tellement dans ce qu'ils disent qu'on peut leur démontrer par A plus B plus C plus Z, puis tout ce qu'on veut, que ce qu'ils disent est faux factuellement, je ne dis pas idéologiquement mais factuellement, c'est pas grave, ils sont convaincus d'avoir raison. Et dans le fond, ce sont eux les vrais complotistes et les vrais désinformateurs, parce qu'ils en arrivent à raconter un narratif qui est totalement aux antipodes de la réalité et qui nous pousse dans la situation dans laquelle nous sommes, très dangereuse pour le monde dorénavant. Alors avant l'émission, je te disais, bon, on a tous commis des erreurs de jeunesse. J'ai été moi-même communiste une courte période de temps, je te l'avoue. Aujourd'hui, si on observe notre pays, parce qu'on ne va pas analyser la terre entière, il y a un désintérêt, c'est le moins qu'on puisse dire, de la politique, puisque les abstentionnistes représentent en réalité le parti le plus important de France. Donc les Français commencent à comprendre que la politique ne va pas résoudre les problèmes, puisque la politique fait elle-même partie du problème. Comment tu arrives, toi, à défendre une idéologie que tu revendiques communiste dans un pays où la politique intéresse de moins en moins de gens parce que les gens ne font plus confiance aux partis, quels qu'ils soient, pour résoudre leurs problèmes? Alors, je pense que quand on dit la politique n'intéresse plus, ça dépend quoi. L'épisode des Gilets jaunes l'a démontré. C'était un mouvement profondément politique. Je crois au contraire qu'en réalité, il y a un vrai intérêt pour la politique Mouvement au sens social. noble du terme. Oui, mais avec des questions politiques qui se posaient derrière. Il y avait toutes des discussions sur est-ce qu'on est dans une démocratie, est-ce qu'il ne faut pas sortir de l'UE. Il y avait de vrais sujets politiques qui étaient abordés. Après, là où tu as raison, et d'ailleurs nous ne cessons de le dire, donc nous ne pouvons qu'être doublement d'accord, c'est qu'effectivement, le premier parti de France, c'est l'abstention. Et s'il y a une telle abstention, il faut savoir, ça tu le sais, mais il faut le rappeler que d'une part, cette abstention frappe surtout les plus jeunes et les ouvriers, les paysans, c'est-à-dire ceux qui subissent les dégâts de la mondialisation néolibérale, on dit capitaliste, mais on dit souvent néolibérale, bref, de toutes les politiques de destruction des conquêtes sociales, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et que deuxièmement, les partis principalement dits de gauche, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, et en particulier le PCF, ont abandonné ces travailleurs-là en faisant croire qu'il est possible de réformer l'UE de l'intérieur, qu'il suffit dès lors de faire un peu de social, etc. pour régler les problèmes, ce genre de choses. Et quand on en est à ce point à trahir, alors à force de trahir, on n'est plus dans le camp de la trahison, on est dans le camp ennemi, à force. On trahit une fois, je veux bien, mais si on trahit 15 fois, c'est plus possible. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est ça qui crée en fait ce dégoût, ce rejet qui peut exister, notamment des grandes formations politiques traditionnelles, mais l'intérêt pour la chose publique, dans le fond, la volonté, c'est tout bête, mais la chose publique, c'est une école qui ferme ou qui va ouvrir, ce sont des profs, c'est un hôpital, c'est la poste, c'est ça la chose publique, la politique au sens noble du terme. Je pense qu'il y a quand même encore un intérêt qui existe, et dans le fond, j'en reviens à ce que je disais, même si c'était, c'est vrai au départ, une colère sociale, eh bien, elle avait un vrai contenu politique au sens noble du terme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a tant effrayé Emmanuel Macron, cette colère des Gilets jaunes. Parce qu'en réalité, il faut rappeler que c'était une quasiment révolution qui a eu lieu. N'oublions pas que le 1er décembre 2018, il y avait 3000 Gilets jaunes qui étaient à 150 mètres de l'Élysée devant 3 CRS. Bon, voilà, donc à partir de là, ça veut dire qu'il y avait bien un combat qui était mené avec un message politique qui était porté. Et nous, pour nous, on se dit que comme on n'est pas très connu et que de surcroît nous avons un discours qui détonne un petit peu, mais qui est très cohérent, très clair, et surtout qui est au service des travailleurs, disons-le clairement, en fait, on se rend compte que nos idées, à défaut d'avoir des rangs bien fournis, nos idées avancent petit à petit, y compris en suscitant la discussion au sein des grands partis, même si ça ne se voit pas tout le temps,
mais je peux dire que c'est souvent agité, sans oublier, je termine là-dessus, au sein des syndicats, et notamment au sein de la CGT, où l'idée de sortie de l'euro, de l'UE et de l'OTAN progresse, et du capitalisme, hein, progresse au niveau des bases rouges. Je ne parle pas de Sophie Binet, qui, elle, est à des années-lumière de tout ça. Bon, mais alors, je voudrais te poser une question. Est-ce que moi, modestement, hein, j'écris depuis plus de 20 ans que nous ne sommes Mmh. ni dans un état de droit, ni dans une démocratie. Je te pose la question, sommes-nous dans un état de droit et une démocratie d'après toi? Moi, je dis toujours qu'à partir du moment où le 4 février 2008, le traité de Lisbonne a été adopté en reprenant le traité qui avait été rejeté 3 ans auparavant par référendum par les Françaises et les Français, je dis, bah, dites-moi où est la démocratie, puisque même quand vous votez non, bah, ça passe quand même. Bon, donc à partir de là, le problème est réglé. On pourrait remonter à plus loin, en fait. Et derrière tout ça, même derrière l'expression d'état de droit, bon, en réalité, c'est une expression d'ailleurs qui peut avoir plusieurs sens, mais dans les faits, qu'est-ce qui nous est imposé? Un énorme verrou, un verrou absolu à tout point de vue, médiatique, juridique, administratif, pour qu'il n'y ait aucune alternative possible. C'est le fameux TINA, There is no alternative, hein, de Thatcher. Donc à partir de là, la démocratie, c'est une blague. Et puis ces dernières années, on l'a clairement vu. On l'a clairement vu. Je reviens à ce que je disais, l'une des revendications majeures des Gilets jaunes, c'était le RIC, c'était la démocratie. C'était ça concrètement, parce que bah, vous pouvez voter ce que l'on veut, ce que vous voulez, de toute façon, ça passera. Et si je prends la modeste échelle d'enseignants, je prends un seul exemple, on peut s'opposer à ce qu'on appelle la dotation horaire globale, c'est-à-dire le nombre d'heures, de cours, etc., le budget dont on bénéficiera en gros pour le volume horaire de cours dans un établissement. Tu peux voter 2 fois contre, c'est pas grave, ça finira par passer. Bon, voilà. Donc c'est ça la démocratie dans laquelle nous sommes. C'est cause toujours. Voilà. Il y a un dicton qui dit souvent la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Bah là c'est cause vraiment toujours et c'est de plus en plus même ferme ta gueule. Donc à partir de là, qu'on voit très bien dans quel sens on va, quoi. Bon, je C'est crois que ça. les gilets jaunes ont payé pour voir. Ils se sont rendus compte, parce que ça a été probablement l'un des mouvements sociaux les plus puissants, et dans la durée, c'est celui qui a duré le plus longtemps. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont ni dans une démocratie, ni dans un état de droit, puisque on sait que le gouvernement Macron gouverne par la matraque, le mensonge et la répression. Ouais, Non. et j'ajouterais pour terminer là-dessus que ça se voyait pas trop, mais il fallait voir la façon dont avait lieu le traitement judiciaire des gilets jaunes accusés parfois d'un débris de vitre ou etc. C'était ahurissant, avec un nombre record de jugements administratifs, même pas judiciaires, hein, administratifs, comme ça, tu te prends tout de suite une peine, tu n'as même pas le temps d'avoir un avocat, de contester, c'est absolument impossible. Donc, ils ont vraiment testé à tout point de vue les gilets jaunes, hein, si j'ose dire. Ouais. Et la Oui, ça colère a ne été s'est pas, la colère ne une s'est pas répression. éteinte. Attends, Claude, Bah, la c'est colère, oui et non. à toi. Vas-y, vas-y, Oui et vas-y, non. vas-y. Bah oui et non, parce que la répression a été quand même hyper sanglante quand même. Je rappelle quelques chiffres quand même. Gilets jaunes, 13 morts, 27 personnes Ouais, ont oui. perdu un œil, à peu près 200 personnes blessées gravement qui vont porter des séquelles malheureusement toute leur vie avec des invalidités incapacitantes, etc. Plus de 2000 blessés et des gilets jaunes qui ont été embastillés pendant un an et demi, c'est-à-dire qui ont perdu leur emploi et qui ont perdu souvent leur famille, parce que quand on est embastillé un an et demi, ben, en général le couple, la famille explose, et qui se sont retrouvés, voilà, qui ont été en prison tout à fait illégalement sans être jugés et en tant que prisonniers politiques. Donc la répression a été hyper sanglante. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est manifestée dans les rues. On y regarde un peu à 2 fois parce qu'on se dit, bon, on va se faire démonter la tête par un tir de LBD avec une grosse balle de caoutchouc qui quand même arrive sur le visage à 300 à l'heure. Ou est-ce qu'on peut encore manifester? Ça a été vraiment une répression sanglante de la part de Oui. Macron, que je qualifierais là de boucher, et de Christophe Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui était un énorme boucher aussi, qui d'ailleurs, en récompense de ses bons et loyaux services, d'ailleurs, a reçu la Légion d'honneur, mais ça on est habitué. Toutes les crapules la reçoivent quasiment aujourd'hui.
Et en plus, la récompense de Castaner, il est président du port autonome de Marseille et président du tunnel du Mont Blanc. Comme ça, il touche royalement par an beaucoup d'argent pour avoir massacré les Gilets jaunes. Sympa, très très sympa. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est pour ça que, voilà, parce que à l'époque, j'ai vraiment bien suivi ce qui se passait puisque j'écrivais à peu près un billet d'humeur par mois pour soutenir les Gilets jaunes. Oui. Donc, voilà, quoi. Et j'ajoute qu'à titre personnel, j'étais pas mal. Alors, j'étais pas tous les samedis, hein, je ne veux pas me vanter de l'avoir fait tous les samedis, parce que c'est pas le cas de toute façon. Mais disons que j'ai été pas mal présent, donc j'ai pu, sans heureusement en échappant globalement à la matraque, mais j'ai pu le voir de visu, très clairement. Ah ouais, ouais, c'était un véritable massacre, hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à les manifestations dans les rues, on peut comprendre qu'il y ait des gens un peu moins chauds quand même, hein. Moi, je vois, j'ai été beaucoup manifesté avec mon épouse à l'époque du Covid, hein. Bon, on a beaucoup manifesté avec Philippot parce que Philippot, c'était, et je lui reconnais ça, c'était le premier, le seul homme quasiment politique à s'être engagé depuis le début à manifester devant les fenêtres du ministère de la Santé. À l'époque, c'était Olivier Véran qui, voilà. Bah, on est regardé un peu à deux fois. Des fois, on se disait, on va s'en prendre une ou on s'en prend pas une. Bon, heureusement, c'était assez cadré. On a vu pas mal de CRS bien mobilisés. J'ai vu aussi les brigades mobiles, là. Alors eux, par contre, je les ai vus sans casque. Je me suis dit, c'est Robocop, quand même. Ça, les mecs, attention. Et puis souvent, d'ailleurs, c'était de l'Eurogène Force, c'est-à-dire c'était même pas des forces mobiles françaises, hein. Ils venaient européens, c'est-à-dire ils parlaient même pas le français. Mais Tout en à revanche, fait. ils savaient manier la matraque, puisqu'il n'y a pas besoin de savoir parler le français pour manier une matraque. Ça, c'est international. Mais non, non, on sent vraiment qu'il y a ce pays est vraiment sous une répression hyperactive, quoi. Vraiment hyperactive. Est-ce que tu dirais que Kennedy avait raison quand il disait ceux qui empêchent les révolutions pacifiques rendent inévitables les révolutions violentes? Ah, de toute façon, oui, bah, si on regarde l'histoire, ce sont été comme ça. Il y a un cas d'école qui est très intéressant, c'est lorsqu'il y a eu l'unification allemande. Elle n'a pas pu se faire en 1848 de manière douce, sachant qu'il y avait quand même, en réalité, des révolutions qui pétaient, hein, en Allemagne déjà, hein. Les barricades à Cologne, à Berlin, bah, elle s'est faite par le fer et par le sang. Hein, en gros, c'est comme ça que ça va souvent. De toute façon, quand il y a une révolution, bah, c'est comme 1789. À un moment donné, si les types d'en face, ils veulent pas et qu'ils sont là pour matraquer dans tous les sens, bah forcément, ceux qui se révoltent, ils se, comme on dit, radicalisent. Bah, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et quand on refuse un compromis et de reconnaître qu'on a des torts et commis de graves erreurs, voire des fautes, quand on est à la tête du pays, bah, à partir de là, c'est inévitable. Voilà. Oui, et est-ce que tu crois que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui après ce qu'on a vécu avec l'opération Covid, hein, où on nous a menti du début jusqu'à la fin? On sait aujourd'hui que c'était un exercice de tentative de contrôle de la population, de surveillance et de contrôle. Et comme je le disais tout à l'heure, le vaccin sûr et efficace a quand même produit beaucoup plus de victimes que la maladie contre laquelle il était censé lutter. Mais maintenant, on monte d'un cran. On a un président qui veut embarquer le continent européen dans un conflit avec une des puissances nucléaires majeures du monde. Est-ce que tu crois que l'opinion publique française va continuer à rester chez elle tranquillement, ou est-ce qu'elle va prendre conscience du danger qui la menace, non pas en provenance de Poutine et de Russie, mais en provenance de notre propre gouvernement, parce que là, on a affaire à des gens qui sont totalement irrationnels. Oui, illuminé, en effet. Bah, moi, je crois que, alors,
À mon avis, malheureusement, il y a encore une partie des Françaises et des Français qui croient au narratif, qu'on leur a servi parce que Poutine, c'est une sorte de mot totem, quoi. C'est le truc qui permet de c'est l'effet propagande, quoi. Il suffit de répéter ce mot, voilà. On veut démontrer que, la Fédération de Russie, c'est pas ça. Je dis bien la Fédération de Russie, je dis pas Poutine. Bah, c'est compliqué. Cela étant, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt positif, c'est de voir que lorsqu'on parle de manière très rationnelle avec, des personnes en partant de problématiques très simples, bah, vous n'avez pas d'argent pour l'éducation, vous n'avez pas d'argent pour la santé, vous n'avez pas d'argent pour ceci. Ah bah, c'est normal, mais vous voyez, on met l'argent là-dedans parce qu'on va aller faire la guerre. Ah bon, mais pourquoi on va aller faire la guerre? Ah bah, parce qu'il paraît que et en fait, quand on aborde le sujet comme ça, tout à coup, eh bien, les personnes prennent conscience, que la réalité, elle est inquiétante. Elle est inquiétante et qu'à partir de là alors est-ce qu'on est en mesure de mobiliser en France? Bah, moi, j'ai envie de dire que quand je vois ce qui se passe dans le reste de l'Europe, qu'il y a eu des grandes mobilisations contre la guerre en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, ou que sais-je vois pas pourquoi on n'en aurait pas en France. Le problème étant que dans le fond, il faut surtout regarder parmi nos troupes, ceux qui, en fait, en quelque sorte trahissent, hein, disons-le clairement, et paralysent une possible mobilisation parce que les braises sont là. Et quand on voit le sondage que tu nous as montré tout à l'heure, bah, j'ai envie de croire que, il y a un socle, il y a des braises et que dans le fond, ce qui manque, c'est l'étincelle. Cette étincelle, elle survient, bah, ça a été comme les gilets jaunes, ça survient parfois de manière totalement inattendue. Donc pessimisme de l'intelligence, mais optimisme de la volonté. Et justement, tu crois pas que cette, étincelle-là, ça peut être le discours de Macron qui va faire son chemin dans l'esprit des gens? Ils vont comprendre dans quelle logique cet homme veut emmener, le pays. Est-ce que tu crois qu'on va se laisser, amener à l'abattoir sans réagir? Je pense que là, il y a encore un on risque dans un premier temps d'être dans une situation un peu de sidération éventuellement, mais à partir de là, Macron, il joue son va-tout. Il joue son va-tout pour sauver sa tête. On voit bien que les dernières législatives, le la démission de Barnier après la censure, tout ça, ça l'a fragilisé. Il joue donc son va-tout et à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le réflexe de survie. C'est-à-dire que même le cerveau le plus lobotomisé du monde, il peut comprendre à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts ou de mains, mais que, quels que soient les torts que l'on peut, attribuer à la Russie selon, les gens, hein, je répète, hein, je reviens pas sur l'analyse que j'ai donnée tout à l'heure, bah, à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup de partir dans une guerre mondiale, quoi, nucléaire? Parce que c'est ça la réalité et ça, à mon avis, ça commence quand même à faire son chemin en termes de réflexion et au sein des têtes et de dire: «Bah, va peut-être falloir arrêter cette folie», quoi. Donc je encore une fois, optimiste de la volonté. Ça me semble, réalisable, mais ce sera dur. C'est bien, mais moi je me méfie quand même je voudrais juste, je me méfie des médias, de la puissance quand même de lobotomisation, je suis désolé de parler comme ça, mais de la propagande de masse faite par les médias Oui, oui. mainstream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1914, moi j'ai encore en mémoire où tous les journaux de l'époque titraient: «Faut aller bouffer du Boche. Faut le Boche. Mmh. L'ennemi, c'est Bien sûr. le Boche». Alors en 14, bah, nos braves Français sont partis la fleur au fusil. Ah, super, super, ils en ont pris plein la gueule. Les Boches aussi en prenaient plein la gueule. D'ailleurs, c'est une énorme boucherie que tout le monde Ouais. connaît. Hein, je ne refais pas l'histoire. Et le grand problème, c'est que ben il y a eu bis repetita en 39-45. Là, on est en train de on nous a sorti dans les années 70-80 le péril jaune. C'était aussi, tout à l'heure, Fadi, tu parlais du péril russe, mais il revient d'ailleurs. Mais bon, là, dans les années 70-80, c'était le péril jaune. On se souvient, ah, les Chinois vont débarquer à Paris, les Chinois vont envahir l'Europe. C'était là. Et là, aujourd'hui, c'est le péril russe. C'est-à-dire, on est en plein dans de la folie, le péril russe. Mais quand on regarde un peu les médias mainstream aujourd'hui, c'est en boucle. C'est-à-dire le péril russe, le péril russe, le péril russe, le péril russe. Et moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même cet effet de masse, je dirais, où tout d'un coup, les gens, je sais pas, à un moment donné, il y a une espèce de lobotomisation qui se fait. Et oui, ah bah oui, il faut aller bouffer du russe.
Et alors évidemment, ça ne va pas atteindre toute la population. Il y aura toujours des gens comme toi, comme nous, qui veulent dire, attendez, vous êtes gentils, mais on ne va pas aller bouffer du russe. Mais je me méfie toujours d'une majorité de la population qui tout d'un coup vrille et se dit, bon, bah oui, bah alors allons-y, quoi, allons guerroyer. Parce que je refais, j'aime bien cette citation que je vais énoncer parce que je la cite souvent, c'est de Paul Valéry en 36-37, je crois. La guerre est faite par une majorité de gens qui se massacrent mais qui ne se connaissent pas, au profit d'une minorité de gens qui se connaissent très bien mais qui ne s'entretuent jamais. Alors j'aimerais bien qu'on j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà, si ça pouvait s'inverser, ça serait absolument parfait. Bah, voilà, juste un commentaire par rapport à ça, parce que c'est une réalité, hein, ce que tu dis. C'est vrai que l'aliénation est forte, incontestablement. Maintenant, on a quand même un avantage, je dirais, contre-médiatique par rapport à 1914. C'est qu'en 1914, tu n'as que la presse, en gros, et puis la radio aux ordres. Maintenant, tu as Internet, tu as les réseaux, tu as les vidéos, tu as le travail que vous faites, le travail que font les gens. Il y a quand même, et puis il n'y a pas du tout, malgré tout, la même fibre patriotique qu'en 1914. Déjà parce que, justement, c'est le malheur pour pour Macron et compagnie. À force de vouloir faire le saut fédéral européen, ils en arrivent à faire oublier que nous sommes avant tout des patriotes français. Bon. Donc, se mourir pour la France ou pour l'Ukraine contre la Russie, je suis pas sûr que ce soit, comment dirais-je, un objectif qui soit beaucoup partagé dans le fond, alors qu'en 1914, mobiliser les foules sur le patriotisme, c'était quand même un peu moins compliqué, on va dire, surtout que l'ennemi était fort désigné, vu que c'était un objectif immédiat, avec l'Alsace-Moselle. Bon. Donc il y a quand même des petites différences. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire que ce que tu as dit est faux. Hein. Évidemment, il y aura toujours des gens un peu, qui seront aliénés, etc. Mais on va dire que les circonstances mentales, et le sondage, encore une fois, que Eric a montré tout à l'heure, le prouve, les circonstances mentales sont quand même moins favorables pour ces gens-là. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, Oui, puis j'ai là, une question. Il ne s'agit pas d'aller guerroyer. Là, c'est un suicide. Totalement, totalement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, d'ailleurs je l'ai dit, hein, l'exterminisme. Et pessimiste de l'intelligence de ce point de vue. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire au PRCF depuis des années. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense vraiment qu'il y a une partie, encore une fois, des travailleurs de ce pays qui prend conscience que, je reviens à ce chiffre, hein, mais c'est la réalité, c'est que dans le fond, le danger, c'est nous qui le portons maintenant. Enfin, c'est nous, pas nous les citoyens de France, mais nos dirigeants. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a un tel rejet de Macron, etc. Parce qu'on se rend compte que oui, là, il est prêt à nous amener dans une guerre potentiellement nucléaire. Il ne dit pas le mot, mais par contre, faut signaler que les dirigeants russes, eux, l'utilisent et ont déjà dit à plus d'une fois que ils ont l'arme atomique et qu'ils savent comment l'utiliser. Donc attention. Oui. Voilà. Ah, c'est sûr. Oui. Dimitri Medvedev, lui, il est beaucoup plus saignant. Il pourrait être beaucoup plus saignant que Vladimir Poutine. Ça, ça, c'est vrai. C'est sûr. Hein. C'est sûr que lui. Alors, j'ai une question, Fadi, qui va peut-être, je sais pas. Il faut que je la pose. Ça fait un petit moment, d'ailleurs, que ça me trotte dans l'idée. Voilà. Moi, je lis. D'accord, ça sera la dernière. Je lis donc les programmes politiques en général et j'ai trouvé quand même beaucoup de similitudes entre le programme politique donc de ton mouvement, celui de Florian Philippot, celui d'Asselineau, celui de Dupont-Aignan et celui de République souveraine, qui sont des mouvements souverainistes. Et j'ai trouvé beaucoup de points communs parce que tous ces partis, en fait, mouvements, prônent de sortir de l'Europe, prônent de sortir de l'OTAN, prônent donc le Frexit et prônent un peu de reprendre notre souveraineté nationale, c'est-à-dire la France. Alors voilà, donc en fait, je trouve vos programmes à tous avec des points communs. Je dis pas que tout est semblable, hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve beaucoup de points communs. Et la question que je me suis toujours posée, c'est, je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas de terrain d'entente, même si les idées politiques sont opposées. Mais comme les buts sont communs, certains buts
et des buts quand même de premier plan, je dirais de premier ordre sont communs, à savoir sortir de l'OTAN, sortir de cette Europe politique qui est sous contrôle des USA. Je dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas de point d'entente. Alors voilà, je voulais un peu avoir ton opinion sur cela. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne travaille pas seul, hein, PRCF. Nous avons des partenaires comme le Parti de la démondialisation, comme la Dynamique populaire constituante de Jacques Nikonov. Alors, ce sont des partis un peu plus petits, hein, des mouvements plus petits, mais nous avons aussi de bonnes relations avec des bases rouges au sein de la CGT, avec des militants, et pas que des militants, parfois même un député. Nous avons de très bons contacts avec un député LFI qui, en fait, est sur notre ligne. Il s'appelle Béranger Sernon. Il est syndicaliste cheminot à la base. Je dis ça pourquoi? Parce que, dans le fond, nous cherchons à créer des conditions, effectivement, d'une alternative que nous appelons rouge et tricolore, c'est-à-dire dans le sens de ce que tu viens de dire. À ce sujet, moi j'ai déjà été invité, je vais être encore invité sur la chaîne Média Populaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, du mouvement de Georges Kuzmanovic. Bon, voilà, on a des choses qui se font. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des divergences. Alors, à ma connaissance, je ne crois pas que Dupont-Aignan veuille sortir de l'euro et de l'UE véritablement, hein, si je ne me trompe pas. Donc déjà, ça fait quand même un écart non Il me négligeable dans ce semblait, qui le concerne. mais bon, d'accord. Mais ça, ouais, non, non. Lui, pour le coup, non. Puis bon, il avait accepté d'être le Premier ministre de Marine Le Pen. Bon, on peut pas dire que ce soit non plus une grande, quelque chose qui nous enchante spécialement, on va dire. Mais au-delà, bon, il y a quand même aussi des divergences sur le projet de fond, parce que disons que pour nous, le Frexit, il est indispensable, mais on le veut progressiste, c'est-à-dire pour aller vers une rupture avec le capitalisme. Et ce que nous déplorons aussi, c'est qu'il y a des positionnements de la part de Florian Philippot ou de François Asselineau. Bah, déjà, ce sont eux qui le disent, hein, c'est pas moi, j'écoute ce qu'ils disent, qui sont basés sur l'anticommunisme, qui sont basés sur des attaques contre les syndicats, les travailleurs, etc., ce qui est quand même un petit peu aussi notre pédigré, notre ADN. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver, encore une fois, des accords avec d'autres formations. La preuve, le PARDEM, c'est un mouvement qui, d'ailleurs, est assez, on va dire, souverainiste de type gaulliste, en quelque sorte. Pas totalement, mais voilà, on a des contacts avec des forces gaullistes. Donc, de ce point de vue, on essaye de travailler là-dessus maintenant. Bon, bah, il se trouve qu'avec les mouvements dont tu as parlé, je ne parle même pas de Dupont-Aignan, je répète, qui lui ne veut pas sortir de l'euro, de l'UE, ni même de l'OTAN d'ailleurs, dans le fond. Bon, on a quelques petits échanges par-ci par-là de temps en temps avec le média du mouvement de Georges Kuzmanovic, mais les autres, non, parce qu'il y a trop d'écart. Et d'ailleurs, Florian Philippot lui-même, quand on regarde bien, dans son mouvement, il y a de tout, d'un point de vue, j'ai envie de dire, qui le suit. Il y a des gens sincères sur la ligne Frexit, et puis il y en a d'autres qui sont plutôt partisans d'un rapprochement, par exemple, avec Éric Zemmour. Ça, c'est pas possible pour nous. C'est absolument impossible. Parce que bon, les positionnements de Zemmour, même sur le plan géopolitique, hein, je parle même pas du reste, mais par rapport à son soutien à la théocratie fasciste d'Israël, par exemple, c'est absolument inacceptable. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage, mais je pense que malgré tout, après, il y a le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de voir que de plus en plus de gens, de citoyens, parce que c'est ça qui compte le plus dans le fond, c'était le mouvement, c'est la logique gilet jaune, qu'il y a de plus en plus de citoyens, de travailleurs qui se rendent bien compte petit à petit vers quoi on les amène, même si je suis d'accord qu'il y a le poids de l'aliénation. Et pour nous, c'est ça le plus important, que ça se base déjà à la base, parce que c'est ça qui détermine ensuite les accords, les rapprochements d'appareils, de sommets. Disons ça comme ça. Bon, messieurs, on est à 1h38 d'émission, on a dépassé un peu. Donc, un mot de conclusion, si vous voulez bien. Claude, tu t'y mets? Oh, bah, moi, le mot de conclusion, ben, c'est un peu, ben voilà, il faut qu'on pousse tous ensemble pour essayer de renverser effectivement cette folie, c'est-à-dire de pousser Macron dehors et puis de commencer même voilà, de pousser, et pour qu'il y ait vraiment un changement total de nos institutions. Et il faut tout repenser. Ça demande énormément de travail, certes, mais je pense que tout est faisable et que de toute façon, comme je le dis souvent, rien n'est écrit.
tout peut changer, mais il faut qu'effectivement pas mal de gens en prennent conscience et retroussent leurs manches. Et voilà, il faut se mettre au travail vraiment urgemment. Et de toute façon, il faut pousser dans ce sens-là. Voilà. En ce qui me concerne. Une conclusion? Tous ensemble en même temps, dans le même sens. Ça rebondit sur ce que tu viens de dire. Je crois vraiment qu'on a avec nous, c'est l'avantage, alors c'est pas grand-chose d'un point de vue matériel, mais c'est important d'un point de vue moral aussi, parce que le combat que nous menons, quand je dis nous, ça inclut vous, ça inclut le PRCF, ça inclut d'autres. C'est un combat dur, c'est un combat violent, qui laisse des traces, qui porte des coups mentalement, mais nous avons avec nous le sens de l'histoire, me semble-t-il. Et quand on l'a avec nous, il y a un moment donné où l'étincelle peut jaillir. C'était déjà le cas avec les Gilets jaunes. Nous avons la faiblesse de croire qu'elle ne va pas forcément arriver là tout de suite, ni dans 6 mois, ni peut-être dans 1 an. On verra où on en sera d'ailleurs. Mais on verra où on en sera. Mais quand même, il y a le sens de l'histoire qui peut jouer en notre défaveur peut-être, mais aussi, pourquoi pas, en faveur de changements totalement inattendus. Après tout, elle s'est tellement accélérée ces derniers mois, l'histoire. C'est vrai. Merci Fadi Kassem. Vous avez été reçu par un média indépendant, catalogué selon nos accusateurs de complotistes, d'extrême droite, d'antisémites. Et vous voyez qu'on est capable de discuter même avec quelqu'un qui se revendique communiste. Donc on n'est ni sectaire, ni limité par une doctrine idéologique qu'elle soit. Ça a été plaisant de discuter avec vous, parce que vous êtes un homme de bonne foi, un homme honnête, et finalement, au-delà des idéologies qui peuvent nous séparer, je pense que si on faisait la liste des points qu'on a en commun et qui nous réunissent, on pourrait peut-être tous ensemble constituer une force pour mettre la marionnette de l'Élysée dehors. Je veux remercier tous les internautes qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux à commenter cette émission dans le chat. On n'a pas affiché vos commentaires, comme je vous le dis souvent, parce que on ne peut pas à la fois alimenter le débat, discuter avec nos invités et à la fois faire attention à ce que vous nous dites. Mais je vous promets qu'on va vous lire avec beaucoup d'attention à la fin de cette émission ou ce week-end, dès qu'on trouvera un instant. Ça a été un vrai plaisir. Merci, messieurs. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous et très bonne soirée. Merci pour l'invitation encore. Merci. Merci Fadi, merci Eric, merci à tous.